Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actu en 7 de cette semaine. L'actualité qui a été le plus traitée sur notre chaîne le long de cette semaine est celle relative à la Semaine Sainte qui a démarré depuis dimanche dernier, où toute la communauté chrétienne commémorait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte qui a conduit à la célébration chrétienne de ce jour. Il s'agit de la Pâque. Voici quelques angles de traitement abordés dans nos éditions. Les fidèles catholiques sont actuellement dans la Semaine Sainte, dernière étape du carême dans le calendrier chrétien qui précède la célébration de Pâques. Cette semaine commémore les événements marquants de la Passion du Christ à travers des rites forts, invitant à un renouvellement de la foi et à une profonde méditation sur le sacrifice de Jésus. La Semaine Sainte est une semaine qui sert à préparer la résurrection du Christ. Une semaine de pénitence plus que les autres jours, pendant les 40 jours. La Semaine Sainte, c'est la semaine de l'espérance et la semaine de la Passion. Et pour se préparer pour la fête de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parler de la Semaine Sainte pour les fidèles catholiques, c'est la semaine où on se prépare pour pouvoir vivre la résurrection du Seigneur. Cette semaine nous montre de pouvoir méditer sur la mort, la passion et même la résurrection de notre Seigneur à travers des moments de piété et de prière et de conversion. Mais avant toute chose, la Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux. Bien vivre la Semaine Sainte, c'est entrer dans une démarche spirituelle qui permet de suivre plus étroitement Jésus dans sa passion et sa résurrection, tout en cherchant à vivre dans l'amour et la prière, selon le vicaire de la paroisse Marie Auxiliatrice de Parakou. Pour mieux vivre la Semaine Sainte, la première chose que je demande aux fidèles catholiques, c'est d'abord la confession pascale. Que chacun puisse sortir de chez soi, reconnaître ses fautes, se confesser pour recevoir la grâce du mystère pascal, la grâce de notre salut, la prière, la méditation de la passion, le vécu de cette passion-là. Surtout la participation au grand chemin de croix. Que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre ces moments forts. La Semaine Sainte est donc un temps de recueillement, de prière et de célébration du don total du Christ pour le salut de l'humanité. C'est une messe qui rassemble tous les prêtres du diocèse autour de l'évêque, dans un lieu où se trouve la cathèdre de l'évêque, c'est-à-dire le siège de l'évêque. Et cette messe qui est célébrée a deux spécificités. C'est-à-dire, il y a la rénovation de la promesse sacerdotale de la part des prêtres autour de l'évêque qui promettent de collaborer avec lui, de vivre dans l'obéissance, de vivre dans la prière, dans la collégialité, tant avec l'évêque, avec, par exemple, pour nous qui sommes religieux, avec nos supérieurs majeurs, etc. Ensuite, il y a la bénédiction des huiles. L'Église catholique tient par la célébration, non seulement de la parole, mais aussi des sacrements. Et les sacrements sont des signes visibles et efficaces de la présence du Christ au milieu de son peuple. Ainsi, les huiles qui vont être consacrées pendant la messe chrismale sont au nombre de 3. Nous avons l'huile pour les catéchumènes, l'huile pour les malades et le Saint-Crème qu'on utilise pour oindre les baptisés, les confirmés, les diacres, les prêtres et les évêques. Et c'est une huile qui est parfumée et pour bénir cette huile, l'évêque souffle dedans comme pour invoquer l'Esprit, l'Esprit Saint dans cette huile-là. Et c'est cette huile qui est l'huile qu'on appelle chrisma, qui fait de vous d'autres Christ. C'est de cette huile que cette messe prend le nom de messe chrismale. À l'approche de Pâques, moment important du calendrier liturgique, les chrétiens se préparent à célébrer la résurrection du Christ. Une période empreinte de foi, de recueillement et d'unité, vécue avec des rites et des sensibilités propres à chaque confession.
La Pâque, pour nous, est une alliance. Et quand nous commémorons la Pâque, c'est hier. La Bible avait dit aux Juifs, alors, ils devaient maintenant alors prendre cela comme une loi perpétuelle. Ils doivent alors vraiment commémorer cela. Donc pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous disons que Christ est notre Pâque. Cela nous amène à faire quoi? À nous identifier totalement à Christ. 2, à chercher à vivre comme Christ. Et 3, à faire la volonté de Dieu. Déjà, je vais vous dire, nous sommes alors dans cette semaine pascale. Et actuellement, nous sommes alors en train de faire 7 jours de jeûne et prière en cette période pascale. Et pendant cette semaine, nous essayons d'exhorter l'Église, les enfants de Dieu, à alors se réconcilier avec Dieu. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière avec des exhortations, des courtes prédications. La Pâque chrétienne, ce sont des moments de grâce selon l'Église protestante méthodiste. Et ce sont des moments de grâce qui nous permettront d'entrer pleinement dans la communion du Christ et vivre pleinement dans cette communion jusqu'à la fin de notre marche terrestre. Les responsables religieux nous expliquent le sens profond de la Sainte Seine et reviennent sur son importance dans la célébration de Pâques. Au cours de cette scène, qui est le dernier repas pris avec ses disciples, il a institué l'Eucharistie. Il a institué l'Eucharistie et il a institué aussi le sacerdoce ministériel. La Sainte Seine est très très importante. Et si Dieu nous demande alors de faire ceci en mémoire de lui, cela alors est très très important. Ça nous rappelle maintenant alors l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha, qu'il a accepté maintenant alors de mourir. Amen. Que son corps soit brisé, lacéré, flagellé, crucifié, que le sang puisse couler pour le peuple, dans le but maintenant de les racheter et de les réconcilier à lui. Et donc, pour moi, la Sainte Seine, le fait de manger le pain et de boire le sang, 1, est une recommandation divine. 2, c'est une exigence aujourd'hui pour toute église qui, alors se réclame être église de Dieu, doit pouvoir pratiquer la Sainte Seine. Chez nous, les célestes, il y a la Sainte Seine aussi. Quand Jésus l'a dit, il dit, prenez ceci. Mangez, c'est mon corps. Et prenez ceci, buvez, c'est mon sang. Et quiconque mange la chair et boit le sang, c'est une alliance que nous devons respecter nécessairement, quoi qu'en soient les circonstances. Il faut que nous respections l'alliance. Donc c'est une alliance entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le moment du repas fraternel. Et le jour de la Pâque juive, les Juifs faisaient ce repas, ils mangeaient ensemble. Et c'est ce jour que Jésus a choisi pour instituer la Pâque. Ce moment qui conduit vers son sacrifice pour l'humanité et enfin vers la Pâque. À l'occasion de cette fête, des messages ont été adressés aux fidèles, les invitant à vivre pleinement la Semaine Sainte dans la prière, la méditation et un esprit de réconciliation. Alors je veux dire à tous les chrétiens du monde entier et surtout les chrétiens béninois, ne vous amusez pas avec cette semaine. Je vous dis ce que je dis à tous les jours aux fidèles de mon église, parce que nous sommes alors en jeûne et prière. Ne vous amusez pas avec ce jour. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont alors devenus des religieux. Ils ne viennent qu'à l'église alors le dimanche pour sacrifier juste alors vraiment à une routine. Mais je voudrais nous dire, soyons des véritables chrétiens de tous les jours. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et moi j'ajoute, à chaque jour aussi suffit sa grâce. Et donc, pour avoir maintenant l'opportunité de supplanter, de dominer alors sur les peines alors de chaque jour, soyez toujours connectés à Dieu pour bénéficier de la grâce de Dieu. En fait, comme l'avons souvent dit, nous disons aux fidèles que ce sont des moments précieux qu'il faut mettre à profit, de se donner totalement à Christ, d'être dans la parole pour comprendre davantage ce que Christ a fait pour nous, chrétiens, donc pour eux, et ce ne sera pas inutile pour eux. Quant à moi, et ce que je vais demander à chacun des chrétiens, puisque le salut est individuel, il faut la repentance, la foi, l'espérance qui ne trompe jamais. Et de savoir que c'est un parcours, ce n'est pas facile.
ce n'est pas facile. Et prier pour avoir le dessus sur la chair, sur Satan et sur le monde. Parce que ce qui est dans le monde, c'est éphémère, c'est pour un temps. Alors que Pâques approche, les fidèles de toute confession sont appelés à se recentrer sur l'essentiel, la victoire du Christ sur la mort, source d'espérance et de renouveau. Le jeudi saint marque l'entrée solennelle dans le Triduum pascal. Dans les paroisses, les fidèles se rassemblent pour revivre cette célébration. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Paracou, ils étaient nombreux à y prendre part. Après les chants et les lectures, place à l'homélie du prêtre. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Les deux vont ensemble. Fête de l'Eucharistie, fête du sacerdoce. Il y a en gros 3 moyens pour recevoir l'Eucharistie avec foi. La première disposition, la foi. On ne peut pas bénéficier d'un don de Dieu si on n'y croit pas. Le deuxième moyen pour recevoir l'Eucharistie avec fruit, c'est la préparation spirituelle. Ouais, tout ce que nous faisons d'important, de grand, de beau, de noble dans la vie, suppose une préparation. Le troisième moyen pour recevoir l'Eucharistie avec fruit, c'est l'environnement. Ouais, le lieu où l'on vit l'Eucharistie doit être digne et accueillant. Le lavement des pieds, moment clé du jeudi saint, a marqué la célébration. À la sortie, plusieurs fidèles expriment leurs impressions. Le jeudi saint est un jour spécial de la semaine sainte. Et c'est un jour pour tout chrétien. Et il est composé de 3 parties, 3 événements principaux, notamment la dernière scène où Jésus a partagé le repas avec ses disciples. Et au cours de ce repas, il a institué l'Eucharistie et il a eu à dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Le deuxième moment de cette messe, du jeudi saint, c'est le lavement des pieds, qui est le signe d'humilité et du service. Et enfin, la troisième partie, qui nous entrons progressivement dans la passion du Christ. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Et donc notre foi est basée sur cette résurrection-là. Et pour bénéficier des grâces liées à cette résurrection, il faut compatir, il faut participer aux souffrances, à l'agonie du Christ. Mais avant de partir, il a institué ce qu'on appelle l'Eucharistie et la Sainte Seine, ce qui vient de se faire. C'est un mémorial. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que le Christ va mourir, c'est samedi qu'il va ressusciter, c'est dimanche que... Non, non, non. C'est un souvenir. C'est un souvenir et la foi chrétienne nous permet d'entrer dans ce souvenir-là avec les différentes célébrations comme ce jeudi saint. Le jeudi saint est bien plus que simple souvenir liturgique. Il est un appel renouvelé à l'amour, au service et à la communion. Le chemin de croix, c'est une dévotion particulière et certains chrétiens aiment faire le chemin de croix. C'est une prière que parmi les prières de l'Église catholique, et dans le temps fort qu'on appelle temps de carême, tous les vendredis nous vivons le chemin de croix et le dernier vendredi avant la célébration pascale, la fête de Pâques, nous faisons le grand chemin de croix suivi de la célébration de la vénération de la Sainte Croix. Chemin de croix de Blomedi, et non déclare il y a Jésus qui beaucoup. Et non déclare à Jésus a fait wa soutana de on. Mon diable non bloqué au tagbe, bon do frein we Jésus a bon do frein ya Jésus dit bon so la sin le do mi obel mi bla ene wa no soutana bon do déclare Jésus e wa bo no mi men we wa kaka bo ifole e si afo do me mi no sa afo do bon do déclare mi do Jésus déclare bla bi do Jésus wa bo aji ya mon ko ton gbo e o ko me hun da ho na ndo amo ko lo po ko da ho ya me jo ala mo ko lo po ya ji Christ ton ala no bi bla me kaka bo la mo fifo ton. C'est
le moment où nous nous ressourçons encore spirituellement de façon particulière pour revivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a tant aimé le monde, qui s'est offert en victime pour sauver l'humanité. C'est un moment où nous revivons encore tous ces moments qu'il a eu à vivre dans le temps. Je crois que pour tout chrétien, vivre 40 jours de jeûne, effectivement, lorsque vous le vivez et que vous êtes à la fin ainsi, vivant la passion du Christ, je ne saurais estimer ce que je vis à l'instant. C'est un sentiment de joie parce que je sais que le Christ est mort, mais il sera ressuscité dans quelques heures, dans quelques jours. Et ce serait la joie, la gloire et la vie nouvelle à tout un chacun de nous. C'est vraiment la journée de la passion du Christ. Et cette passion nous rappelle les temps forts de la souffrance de notre Seigneur. Et il y a le chemin de croix. Et avec le chemin de croix, nous entrons vraiment dans le vif de la souffrance du Christ, cette souffrance qu'il a endurée pour notre salut. Encore quelques heures et la communauté chrétienne va célébrer la fête de Pâques et les fidèles chrétiens de Cotonou vivent la passion du Christ, moment de préparation spirituelle selon leur confession religieuse. La communauté judéo-chrétienne, après la célébration du dimanche des rameaux qui symbolise l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, sont dans la semaine sainte où elle vit le tridium pascal qui les conduit à Pâques, passant par la commémoration de la Sainte Seine. La semaine qui conduit à Pâques est la semaine de la Passion. La semaine sainte, c'est la semaine où nous commémorons la souffrance du Christ jusqu'à sa mort qui débouche sur le dimanche, la Pâque. La Sainte Seine, Jésus nous a dit, il a déjà souffert. Tous nos fardeaux, il a déjà emporté ça sur la croix. Mais il nous a dit de continuer de faire ça jusqu'à son arrivée. Donc, nous sommes dans une période de jeûne et de prière. La Sainte Seine marque le début de la passion du Christ, moment fort pour les chrétiens de revivre le chemin de croix qui rappelle les souffrances du Christ et sa mort sur la croix pour le salut de l'humanité. La passion du Christ, ça veut dire beaucoup de choses. Les tribulations que notre Seigneur Jésus-Christ, les parcours qu'il a fait, les souffrances, on l'a malmené de gauche à droite à cause de nous, les pécheurs. La trahison de Judas, la crucifixion du Christ, le procès et la crucifixion du Christ, ça c'est la semaine sainte qui s'offre à nous comme ça. La semaine de la Passion, après le dimanche des rameaux. Et du lundi, nous avons continué jusqu'à ce jour où c'est le jour où il a institué la Sainte Seine, le jour où il fut livré. Pour les chrétiens catholiques, protestants, célestes et évangéliques, le Christ a instauré la nouvelle Pâque, celle différente de la Pâque juive. C'est le passage du ténèbre à la lumière, signe d'espérance de la résurrection au dernier jour. Nous avons aujourd'hui la Pâque chrétienne, qui un peu diffère de la Pâque juive, la Pâque ancienne. Le Seigneur va faire une chose exceptionnelle, une révélation exceptionnelle. Il va demander maintenant aux maisons d'Israël de prendre un agneau, un jeune agneau, amen, de le garder pendant 4 jours, le 10e jour, 14e jour, qui sont des jours d'observation pour voir la pureté et la sainteté de l'agneau qui devait être alors immolé. Donc Christ est l'agneau qui a été immolé, comme hier. Les Israélites plutôt ont pris alors vraiment un agneau pour chaque maison. Mais il faut dire que ce soit un agneau saint, un agneau pur. Le Christ ressuscité d'entre les morts invite ses disciples à sa rencontre le lundi de Pâques où il restera 40 jours avant son ascension afin de leur envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Aussi viennent des moments de grâce. Ce sont des moments de grâce selon l'Église protestante méthodiste. Et ce sont des moments de grâce qui nous permettront d'entrer pleinement dans la communion du Christ et vivre pleinement dans cette communion
jusqu'à la fin de notre marche terrestre. Les grâces pascales reçues renforcent la foi des fidèles chrétiens pour perpétuer cette fête chrétienne. Dans quelques mois, les élections générales de 2026. À cet effet, la Sénat a dévoilé le chronogramme officiel des élections. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce mardi 15 avril 2025 à la présentation officielle des chronogrammes électoraux relatifs aux élections générales de 2026. Une cérémonie organisée au siège de l'institution conformément à l'article 19-7 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 13 mars 2024. Cet article charge le Conseil électoral d'informer l'opinion publique sur les différentes étapes du processus électoral. Dans sa prise de parole, le président de la Sénat, Saka Lafia, a précisé que le chronogramme des élections législatives et communales couplé prévu pour le 12 janvier 2026 comprend 53 activités clés, tandis que celui de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 en prévoit 38. Ces deux chronogrammes se présentent comme suit. 1. Le chronogramme des activités des élections couplées législatives et communales de janvier 2026. 2. Le chronogramme des activités de l'élection présidentielle d'avril et mai 2026. Le Conseil électoral a adopté ces deux documents à la suite d'un long processus qui a connu son épilogue avec la tenue du 1er au 4 avril 2025 à Boycon de l'atelier d'échange sur la planification opérationnelle des activités électorales. Il me paraît important de préciser que le chronogramme des élections couplées législatives et communales compte 53 activités, tandis que celui de l'élection présidentielle en compte 38. Ces activités, complémentaires par nature, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Les deux documents qui vous sont soumis sont synthétiques et centrés sur les dates clés, prenant en compte le début et la fin de chaque activité. Ils sont essentiellement dynamiques et leur mise en œuvre intégrera les contraintes internes comme externes. Leur publication marque une étape cruciale dans le processus. C'est la raison pour laquelle la Sénat y a inséré les activités devant figurer au calendrier électoral. Il a souligné que la remise de ces documents aux partis politiques, à la société civile et aux institutions impliquées vise à garantir une meilleure coordination, une anticipation responsable et un suivi rigoureux du processus. Outre l'exigence légale à laquelle elle obéit, la présente cérémonie se veut aussi informative. Elle vise à permettre aux acteurs politiques, aux médias, à la société civile et à nos concitoyens de s'impliquer avec justesse et exactitude dans le processus électoral. La Commission électorale nationale autonome, par ma voix, ne doute pas de l'accompagnement dont elle bénéficiera de la part de tous dans l'exécution des deux chronogrammes. Plus globalement, elle est convaincue que le processus amorcé nous permettra de relever ensemble le défi de l'organisation d'élections libres, paisibles, inclusives, équitables, crédibles et surtout respectueuses de nos lois. À cet égard, je vous rassure, la Sénat jouera pleinement sa partition. Le directeur du matériel et des opérations à la Sénat, Rufin Dieudonné Domingo, a ensuite intervenu pour présenter les grandes lignes techniques des deux chronogrammes. Il a détaillé les phases de mise en œuvre, les délais d'exécution ainsi que les points critiques à surveiller de près dans la perspective des échéances de 2026. Il s'agit de deux chronogrammes. Ils récapitulent en leur sein les grandes activités liées à la conduite du processus électoral,
démarrant donc par l'inventaire du matériel électoral, en passant par la publication des pièces à fournir pour les déclarations de candidature, les modalités pour les déclarations de candidature, les modalités pour le parrainage, et puis des dates clés que nous ne devons pas oublier. Le 11 janvier pour le déroulement du scrutin couplé, législative communale, et puis le 12 avril pour l'élection présidentielle. En cas de deuxième tour, le document précise, en suivant les dispositions du code électoral, que le deuxième tour aura lieu le deuxième dimanche du mois de mai, donc le 10 mai. La cérémonie de présentation des chronogrammes s'est tenue en présence de plusieurs représentants d'institutions et d'organisations partenaires du processus électoral. La HAC, les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques ainsi que les acteurs des médias ont également marqué leur présence. Chacun a apposé sa signature dans le registre de réception des documents. Cette étape marque donc le coup d'envoi officiel du compte à rebours vers les élections générales de 2026. Afin de garantir le bien-être des populations, le gouvernement ne cesse de multiplier des actions qui prennent en compte la santé des personnes en général et plus particulièrement celle des personnes privées de leur liberté. L'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a démarré ce jeudi 17 avril 2025 sa première session pour le compte de l'exercice des journées de performance de l'autorité de régulation du secteur de la santé, un atelier de cadrage de la formation professionnelle continue des professionnels de la santé. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution a d'abord exposé les mesures mises en place pour accomplir la mission que l'ARS s'est fixée. L'ARS, pour la réalisation de sa mission, a conçu une stratégie ayant pour socle 3 dispositifs distincts, mais complémentaires, à savoir le dispositif pour la sécurité des patients, le dispositif pour l'accréditation des professionnels de santé et le dispositif pour la certification des établissements de santé. Mettre en lumière un levier essentiel dans la transformation de notre système de santé. C'est pour nous une ambition nationale pour la qualité des soins. Dans un contexte où il y a une transformation rapide des pratiques médicales, des technologies et des besoins en santé publique. Dans cette optique, il a abordé les acteurs qui vont jouer un rôle significatif dans cet atelier de formation, ainsi que les grandes orientations qui y seront discutées. En s'investissant dans la promotion de la sécurité des patients, l'autorité de régulation du secteur de la santé est consciente qu'une véritable culture de ce concept au sein de l'écosystème sanitaire dépend non seulement de son intégration dans la formation initiale des études de santé, mais aussi dans la promotion d'une formation professionnelle continue des professionnels de santé. Cette approche, qui souligne l'importance d'un parcours éducatif cohérent et évolutif pour le développement des professionnels, met en lumière deux aspects essentiels, la formation initiale et la formation continue, qui, ensemble, contribuent à l'épanouissement des individus et à la vitalité de leur profession. Au cours de cet atelier qui va durer 2 jours, nous sommes conviés à analyser les enjeux, à imaginer et concevoir des stratégies qui permettent d'instaurer l'excellence dans notre pratique professionnelle au sein de notre écosystème. Pour nous y aider, il a été fait recours à des experts qui ont bien voulu accepter de nous accompagner. Je voudrais, au nom de toutes les parties prenantes et à mon nom personnel, leur exprimer mes vifs remerciements pour avoir consenti nous abreuver à la source de leur science. Sous leur direction, nous discuterons autour de 4 thématiques conçues pour mieux cerner la problématique de la formation professionnelle continue. La formation est l'essence de tout succès et révèle l'aptitude, et le terrain révèle la compétence. Dans cette perspective, l'ARS met en place cet atelier sur la question de la formation professionnelle continue qui se clôturera le vendredi 18 avril prochain. D'abord, je remercie l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'ARS, pour cette initiative qui entre parfaitement dans le cadre de sa mission. Actuellement, que nous avons déjà eu le manuel pour sur le dispositif de la sécurité des patients. Ce
apprentissage continu qui est le 5e pilier, en tout cas qui est dans le 5e domaine, et donc vient d'être abordé. Le constat est fait, il y a l'étude du terrain qui a été faite et ça permettra, cet atelier nous permettra certainement de voir quels sont les axes, les programmes et les orientations à donner à cet apprentissage continu et comment pouvoir le faire pour que ce soit une réalité qui nous intéresse à tous et pour le bonheur de nos populations. Alors il y a plusieurs mots-clés qui annoncent finalement que cette journée augure de bons échanges. Je pense qu'il y a compétence et qu'il y a ce besoin d'améliorer les choses. Ensuite il y a co-création et c'est assez agréable de voir plusieurs parties prenantes autour de la cause santé parce qu'on en connaît l'importance. Et donc penser compétence et co-création, ça n'augure que de bonnes choses pour les échanges de tout à l'heure qu'on aura dans le cadre de ces ateliers-là. Donc ça démarre plutôt bien. Donc mes attentes, c'est surtout la qualité des échanges que j'aurai avec des professionnels qui, eux, connaissent les besoins du terrain et qui, eux, connaissent, au-delà de tout, la réalité locale. C'est de voir finalement tous ces échanges riches qu'on aura aujourd'hui, comment ça va se matérialiser dans le futur. Nous allons réfléchir en groupe pour voir quels sont les besoins de formation continue du personnel de santé. Après cette étape, nous allons essayer donc de voir quel est le modèle de formation continue qu'il faut mettre en place au Bénin. Autrement dit, nous devons arriver à mettre en place un cadre conceptuel qui va nous servir désormais donc de feuille de route pour que chaque acteur puisse savoir qui doit prendre l'initiative de former, comment assurer la qualité du contenu de la formation et aussi l'aspect pédagogique. Voilà un peu de quoi nous allons parler pendant les 2 jours. L'Agence pénitentiaire du Bénin ABP fait du droit à la santé en milieu carcéral son cheval de bataille. À cet effet, le garde des Sceaux et le ministre de la Santé sont descendus à la maison d'arrêt de Cotonou ce 16 avril pour constater l'effectivité de la campagne de vaccination contre plusieurs maladies infectieuses en cours dans les prisons. La première phase a démarré depuis le lundi 14 avril dernier et prend en compte 3 maladies à savoir la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et la méningite. S'en suivra la deuxième étape qui va prendre en compte l'hépatite et le tétanos. Pour cette campagne-ci, nous avons identifié 5 vaccinations à faire. Il s'agit notamment de la vaccination contre la méningite jusque toute la région septentrionale. Vous savez, la méningite, c'est au niveau du nord du pays que ça sévit. Il y a 4 autres vaccins qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Il s'agit pour cette campagne-ci du vaccin contre la fièvre typhoïde et du vaccin contre la fièvre jaune. La fièvre typhoïde, c'était très important parce que ça va par rapport à ce que vous mangez. Donc c'est une maladie qui est grave, qui relève déjà de l'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut bien se laver les mains avant de manger tout ça, mais qui avec la vaccination encore a moins de chances de vous atteindre. C'est pour ça qu'il est très important d'être vacciné contre la fièvre typhoïde. Pour la fièvre jaune, c'est un moustique qui donne ça. Avec ce que vous avez maintenant, vous êtes sûr d'être prémuni à vie contre la fièvre jaune. Pour la deuxième phase, vous allez être vacciné pour 2 autres maladies. Il s'agit de l'hépatite virale et du tétanos. Donc autant faire la vaccination pour être tranquille lorsqu'on a une plaie après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les plaies, mais au moins on est sûr que le risque de tétanos est écarté. En ce qui concerne l'hépatite virale, elle se transmet très aisément. Abondant dans le même sens, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Yvon Dechenou, insiste sur la gratuité de cet ensemble de vaccinations et invite les détenus réticents à s'intéresser à la chose. Ce que vous auriez payé très cher en dehors d'ici, vous est fait gratuitement à l'intérieur ici. Et ces 5 vaccinations qu'on est en train d'administrer à l'ensemble de la population carcérale, sur l'ensemble du territoire national. Tous les établissements pénitentiaires sont pris en charge. Il y a certains établissements pénitentiaires qui vont avoir les 5 parce que les zones sont exposées à certaines maladies. D'autres en auront 4. Et sur les 4, il y en a 2 qui sont aujourd'hui en cours sur votre espace ici. Et 2 autres viendront dans les semaines qui suivent. Ces vaccinations sont une poursuite de l'offre sanitaire générale que nous avons mise en place avec le ministère de la Santé
et qu'on a commencé à dérouler depuis maintenant 2 ans, à la fois en consultation médicale générale, en soins de spécialistes et maintenant en vaccination. La première phase de cette campagne de vaccination en cours prendra fin le 18 avril prochain. La seconde, qui prendra en compte l'hépatite et le tétanos, démarre dans les tout prochains jours. En rassemblement hebdomadaire le mercredi dernier, plusieurs décisions ont été prises par les ministres. Suivez ici quelques-unes avec Wilfried Liang-Ngbeji et l'appréciation des citoyens sur l'une de ces décisions. En point 1, contractualisation dans le cadre du projet de construction et modernisation de marchés urbains et régionaux phase 2, site de Kassoa-Ala dans la commune de Waké. Le marché régional de Kassoa-Ala à Waké se distingue par son potentiel économique et sa position géostratégique dans la partie septentrionale du pays. À ce titre, il figure dans le lot des 12 infrastructures prévues pour la phase 2 du projet. Ces atouts lui confèrent un caractère prioritaire et le Conseil a approuvé sa mise en chantier diligente en attendant l'aboutissement des procédures concernant les autres sites. Les ministres concernés veilleront à la finalisation des formalités irrelatives en prélude aux travaux. Approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au terme de l'analyse stratégique du secteur, tenant compte de la dynamique en cours, ce plan prévoit que le Bénin est, à l'horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant. Cette vision s'articule autour de 4 orientations stratégiques en relation avec le renforcement de la gouvernance du secteur, l'attractivité et la compétitivité des établissements humains, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que des infrastructures et des services de transport. Ce plan se réalisera à travers 12 axes stratégiques et 5 programmes opérationnels déclinés en 19 actions. D'un coût global estimatif de 5 617 285 millions de francs CFA, il sera financé en partie avec une contribution de ressources intérieures à hauteur de 3 521 237 millions de francs CFA. Moi, je salue cette décision avec beaucoup d'intérêt parce qu'elle permet d'assainir le système. Elle vient combler également un manque d'enseignants à l'université et elle fait également la promotion de la méritocratie parce qu'il faut faire composer les gens avant de les recruter, avant de connaître que voilà, nous avons des enseignants certifiés à l'université. Ils étaient des assistants, ils étaient dans le milieu, c'est vrai, mais avant de les recruter de façon officielle, de façon correcte, légale, dans le système, il faut les faire composer un test de sélection. Et cela vient combler un manque d'enseignants à l'université. Nous avons des unités de formation et de recherche à l'université ici où on a un manque criant d'enseignants. Il y a des enseignants qui quittent Cotonou et cela retarde les cours, cela fatigue aussi les enseignants qui sont déjà certifiés, qui sont déjà dans le milieu. Toutefois, je propose qu'il y ait des mesures concrètes pour la transparence du processus. Il faut sélectionner des gens qui sont capables de former des étudiants, de nous délivrer des formations de qualité. Je salue l'idée, je salue les acteurs qui ont mis cette idée en place. Pour moi, c'est une idée très louable parce qu'on a besoin des enseignants vraiment de qualité pour sortir aussi en tant que formés, pour sortir, pour être confrontés aux demandes d'emploi. On a besoin aussi d'être compétents, d'être bien formés par les enseignants de qualité. Pour moi, c'est une bonne chose de leur faire composer, de voir leurs capacités. En quelque sorte, c'est une bonne idée pour moi. Et si on a besoin d'avoir des formations de qualité, et s'ils sont formés, l'État va voir leurs compétences. S'il y a quelque chose à revoir, peut-être ils vont revoir à travers l'examen. Cette décision du gouvernement permettra aux étudiants, au rang de plus d'un, de pouvoir suivre une bonne formation, de pouvoir être présents dans les amphis lorsque les enseignants dispensent les cours. Parce qu'il faudra de constater que la plupart dans les amphis, les gens ne viennent pas. Ils ne suivent pas les cours. Mais lorsqu'on sait que, lorsqu'on finit de suivre sa formation, avant d'enseigner à l'université, vous avez un test à passer. Là, vous êtes dans l'insigne obligation. Si tant que vous avez ces ambitions d'enseigner dans un haut lieu de savoir, vous êtes obligé d'être dans les amphis, de suivre les explications afin d'avoir une très belle formation, une très bonne formation
pour que lorsque l'État va lancer un test allant dans ce sens, d'être parmi les meilleures personnes. En ce sens, je tiens à féliciter le gouvernement parce que ça permet à l'étudiant, même en question, de se prendre au sérieux, de prendre au sérieux son avenir et c'est le Bénin qui gagne. Suivez cet élément dans lequel une équipe de notre rédaction est allée s'imprégner des préparatifs des candidats aux examens nationaux. Les examens nationaux de fin d'année approchent à grands pas au Bénin. Ces épreuves qui concernent le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat se dérouleront respectivement en juin 2025. À l'approche de ces échéances, un constat est fait sur les préparatifs au niveau du primaire et du secondaire. Au primaire, les élèves bénéficient de travaux dirigés et de révisions intensifiées pour renforcer leurs compétences avant les épreuves. On a commencé les TD pour le renforcement de l'examen pour les enfants. Et aussi, l'État nous a doté des cahiers d'activités dans lesquels nous avons des épreuves. Donc, l'épreuve d'expression écrite, toutes les épreuves que les enfants auront à affronter le jour de l'examen même. Ils ont déjà tout prévu. Les candidats du premier cycle mentionnent que les révisions régulières ainsi que le soutien des enseignants et des parents facilitent leur préparation aux examens. Je suis prête à affronter les épreuves de l'examen et du CEP. Si je ne comprends pas un mot, je demande tout à ma maîtresse. Et à la maison, maman m'aide pour que j'apprenne mes leçons. Elle est toujours derrière moi. Pour les examens nationaux, je m'apprête très bien. À l'école, on organise les TD pour bien affronter les épreuves. Je m'apprête bien, je fais les épreuves et je reprends les exercices qu'on a fait au TD. Au niveau du secondaire, au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, le directeur souligne la mise en œuvre de programmes de révision, de simulation d'examens et d'un suivi personnalisé des élèves afin d'assurer une préparation efficace des candidats. Je crois que dans l'ensemble, on sent quand même que nos candidats sont assidus et ils sont rompus à la tâche. Les enseignants également sont volontaires et engagés. Je crois que quand ces deux facteurs sont réunis, du côté de l'enseignement, engagement, la volonté, du côté des apprenants, l'assiduité et la discipline, quand ces éléments sont réunis, je crois que le résultat se fera. Il y a même des élèves qui ont introduit ici des demandes de travailler les après-midi. Ils ne veulent plus rentrer. Il y a également des enseignants qui sont prêts pour les accompagner. Tout comme les candidats du primaire, ceux du secondaire, notamment les futurs bacheliers et les élèves en troisième, affirment se préparer activement à travers des révisions adaptées à leur niveau en vue d'affronter les épreuves avec sérénité. J'apprends mes leçons, je révise ce qu'on a fait en classe, je traite des épreuves et je retourne souvent en arrière pour réviser les cours du début, pour ne pas oublier ça. Et souvent je pars au CAEB et je prends des livres, je lis et je révise ça, mais je profite pour réviser en français aussi. Et je participe au TD régulièrement, j'apprends les cours au jour le jour, dans la soirée, la matinée, tout ça. Je fais aussi beaucoup d'exercices dans les différentes matières et puis je consulte les professeurs en cas d'aide et de besoin. Je ne peux pas dire que je sois totalement prête à affronter le bac, mais dans l'ensemble, je crois que ça peut aller et qu'avec un peu plus d'organisation dans mes révisions, je crois que je pourrais m'en sortir. Au regard du constat fait, les préparatifs pour les examens de fin d'année 2025 se déroulent dans de bonnes conditions grâce à l'implication active des enseignants, des élèves et des parents. Parlant de constat, Jacques Ayadji, le ministre conseiller au cadre de vie, a fait une descente à Godomé pour sensibiliser et inviter les occupants de l'espace public à vider les lieux. C'est un dernier avertissement donné aux propriétaires d'engins lourds, aux vendeurs de viande grillée et aux autres occupants installés illégalement sous les lignes de haute tension à Godomé. Malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités, ces occupants semblent faire preuve d'une passivité indescriptible. C'est la véritable raison qui motive cette énième descente sur le terrain du ministre conseiller aux infrastructures
à la gouvernance locale et au cadre de vie Jacques Ayadji. Pour le ministre conseiller, l'occupation des abords et des dessous de lignes électriques à haute tension constitue une menace directe pour la vie humaine, avec des risques d'électrocution, d'incendie et d'accidents majeurs. C'est ce qu'on appelle un dernier avertissement qu'on vous donne, parce qu'on ne veut pas faire du bruit avec vous. Votre sécurité nous tient beaucoup à cœur. Vous faites du feu sous les hautes tensions, ce n'est pas bien. Et le maire a déjà fait sortir un arrêté. À en croire le ministre conseiller, le gouvernement entend faire respecter l'arrêté du maire en date du 31 mars 2025. À cet effet, il a été clairement notifié aux contrevenants qu'ils doivent libérer les lieux sans délai, faute de quoi des mesures sécuritaires seront prises. La police républicaine va prendre le relais dans la semaine, donc ne restez plus ici. Le maire a sorti l'arrêté le 31 mars pour déclarer, pour interdire tout regroupement ici. Donc, en Tinclin, comment ça va Partez avant qu'on ne vienne ramasser vos installations et éviter les plaintes de dernière minute. J'ai déjà dit ça au vendeur d'essence qui est là-bas. Après plusieurs avertissements, l'heure n'est plus aux négociations, mais plutôt à l'action. Ainsi donc, les occupants illégaux de ces lieux ont le devoir de libérer l'espace afin de ne pas être victimes d'une opération de déguerpissement forcé au moment venu. En clôture, l'actu en 7 par cette séance de sensibilisation organisée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption à Kétou et à Kbobel. Lutter contre la corruption reste le seul défi du Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC. La campagne nationale de sensibilisation contre la corruption initiée par l'institution et dont le coup d'envoi a été donné lundi dernier, 14 avril 2025, dans le département du Plateau, plus précisément dans les communes de Kétou et de Kbobel, s'est poursuivi le mardi 15 avril à Sakété. L'école primaire publique Odayongou ainsi que le centre des jeunes et des loisirs de Sakété ont été les points de chute de la délégation. Dès les premières heures de la journée, les écoliers et les encadreurs de l'EPP Odayongou ont accueilli avec enthousiasme la délégation du HCPC. À travers des interactions riches, cette communauté scolaire, déjà avertie sur le sujet, n'a eu droit qu'à un discours complémentaire à leur connaissance pour renforcer leur compréhension et leurs engagements. Prenant la parole, Olivier Charles Atindeou, secrétaire général du HCPC, a mis en lumière les racines profondes de la corruption dans la société béninoise, tout en soulignant que ce fléau est l'un des principaux obstacles à l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière d'infrastructures scolaires, de traitement salarial et de services publics essentiels. Il a annoncé avec espoir l'adoption d'une loi relative à la protection des lanceurs d'alerte au Bénin, soulignant que dénoncer la corruption est désormais un devoir citoyen encadré par l'État. Après cette séance, la délégation s'est dirigée vers le centre des jeunes et des loisirs de Sakété pour rencontrer les responsables d'organisations de la société civile, groupements de femmes, associations de jeunes, artistes, mais également élus locaux et leaders d'opinion. Accueillis dans une ambiance conviviale et festive, la délégation a décliné le même message adapté à chaque catégorie d'acteurs. Les échanges ont été francs et constructifs. Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques électorales douteuses, aux lenteurs administratives, en favoritisme et à l'absence de transparence dans le traitement de certains dossiers. En réponse, le docteur Atindeou et Étienne Badou, chef service études, formation et suivi-évaluation de l'institution, ont apporté des éclairages précis sur les mécanismes de dénonciation et de prévention. En évoquant les perspectives, il a été fait mention du premier atelier régional de réflexion sur la protection des lanceurs d'alerte et d'élaboration d'un code d'éthique pour les partis politiques, afin de garantir une meilleure représentativité et une transparence accrue dans la vie politique. Le HCPC, par cette démarche, entend informer, former et responsabiliser tous les segments de la société béninoise dans une dynamique inclusive et durable. Au lancement de l'édition 2025-2026 de la campagne agricole sur la grande ferme contiguë aux fermes et écofermes situées à Ayedero,
un arrondissement de la commune de Dassazoumé, une forte mobilisation des acteurs du monde agricole. Au rang des actions phares à mettre en œuvre cette saison, dans un contexte marqué par les changements climatiques, avec les conséquences sur les productions animales et végétales, la réduction de la productivité, la variation pluviométrique, la dégradation des ressources naturelles et l'épuisement des sols, figure en bonne position la mise en place d'une stratégie résiliente. Face à ces défis donc, il est indispensable de déployer et de mettre en place de façon scientifique, méthodique et inclusive des stratégies résilientes qui intègrent, d'une part, l'adoption des pratiques agricoles durables, telles que le développement des variétés résistantes, l'agroécologie et l'utilisation des fertilisants organiques. D'autre part, la gestion efficace des ressources en eau par des systèmes d'irrigation intelligents et la protection des bassins hydriques pour maintenir l'humidité du sol. Enfin, la sécurisation des systèmes d'élevage qui implique la sélection de races adaptées, la prévention des maladies et le renforcement des systèmes de sédentarisation des grands ruminants. Je n'oublie pas aussi l'approche participative et une gouvernance locale pour renforcer la collaboration entre agriculteurs, éleveurs et décideurs afin de gérer de façon harmonieuse les terres et les ressources naturelles. Et pour ce fait, le renforcement de la gouvernance locale et participative doit être de mise. L'un des leviers sur lesquels il est primordial d'agir est le renforcement de la gouvernance locale et participative au travers des cadres juridiques clairs, favorisant une gestion équitable et durable des ressources par tous les acteurs privés et publics concernés. Nous espérons que les échanges qui en découleront permettront de faire émerger des stratégies concrètes, réalistes et inclusives, capables de renforcer la résilience de nos systèmes agricoles face aux défis climatiques. Remise officielle des lettres de mission aux directeurs départementaux et centraux fait partie des autres moments forts qui ont marqué cette cérémonie. Cet acte symbolique et porteur de grandes responsabilités vient marquer l'engagement des acteurs agricoles pour l'atteinte des objectifs de la saison. Rappelons qu'à cette occasion du lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026, il est annoncé que c'est le département du Borgou qui accueillera le lancement de la prochaine campagne agricole pour le compte de la saison 2026-2027. Ainsi prend fin l'actu en 7 de ce jour. Merci pour votre aimable attention. À dimanche prochain.